L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. Aujourd'hui, comme d'habitude, un petit retour sur l'actualité qui a marqué la semaine ici au Québec. Ce qui a marqué l'actualité, bien évidemment, c'est ce débat public qui commence à prendre forme et qui commence à prendre de l'ampleur également, à savoir l'existence ou non de l'islamophobie ici au Québec. Il y a, comme tous les autres débats publics, des contre et des pour. Mais aussi, je voudrais revenir sur ce rapport qui a été commandé par le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui a été finalement présenté par le député Paul Saint-Pierre Plamondon, et dans lequel on peut apprendre que finalement le Parti québécois est devenu un parti de mon oncle, un parti de vieux, où donc les jeunes n'ont pratiquement plus aucune place. Et bien évidemment, pour terminer, ce déclin du poids démographique du Québec au sein du Canada. Commençons d'abord par l'islamophobie. Cette semaine, nous avons assisté à un retour en force, je dois dire, des forces qui se trouvent de l'autre côté, du côté obscur, hein, si vous voulez, justement, de la Lune. Et ces gens-là qui, juste avant l'attentat terroriste de la ville de Québec, passaient leur temps, justement, à alimenter cette islamophobie par leurs paroles, par leur analyse, par les accusations qu'ils portaient ça et là sur la communauté musulmane, etc. Et bien évidemment, quand il y a eu cet attentat, les doigts d'accusation se sont tournés contre ces gens-là. Et non seulement les doigts se sont retournés contre eux, mais on s'est dit aussi, finalement, voici la preuve que cette islamophobie est une réalité. C'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est pas seulement quelque chose dans l'imaginaire ou dans la perception des musulmans donc par rapport à la réalité, mais c'est réellement quelque chose qui est bien présent, une lame de fond qui est là, et il faudrait d'abord admettre son existence pour la dénoncer et pour la contrecarrer. Et cette semaine, y compris aussi bien sur le plan politique que au sein des médias, les gens commencent à nous dire, par exemple, Jean-François Legault nous dit « Ah ben non, il n'y a pas d'islamophobie au Québec, ça n'existe pas, il y a juste un climat un peu malsain, etc. » Même Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, il nous a dit « c'est pas un bon siècle pour être musulman ». Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'islamophobie. Moi, ce que j'appelle la meute du Journal de Montréal, à savoir les Denise Bombardier, les Richard Martineau, les Lise Ravary, les Sophie Durocher, you name it. Pour ces gens-là, l'islamophobie, c'est une arnaque, c'est une fraude. C'est parce qu'on veut les empêcher justement de parler librement, de tenir des débats publics sur l'identité, sur les choses qui engagent l'avenir du Québec. Et c'est une forme de censure aussi. Nous dire que l'islamophobie existe, c'est comme si on touchait, c'est comme on altérait un peu leurs droits et leur liberté d'expression. Dans les faits, vous savez, on peut en réalité défendre la liberté d'expression et on peut défendre même la sacralité de la liberté de l'expression et admettre l'existence de l'islamophobie. Opposer les deux, c'est cela l'arnaque et c'est ça la fraude. Parce que nous dire, au nom de la liberté d'expression, il faudrait justement permettre aux gens ou nier l'existence de l'islamophobie, d'abord, il n'existe aucun rapport entre les deux. Le racisme, la discrimination, l'islamophobie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela qu'il faut parler aussi en ce moment, elle existe, elle est bien là. Et si on se met justement à nous dire, non, elle n'existe pas, essayez d'analyser qui sont les gens qui nient l'existence de l'islamophobie. Ce sont les gens qui ont tout fait justement
pour que cette islamophobie prenne racine ici au Québec. Pensez par exemple aux écrits de Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. Prenez une année des chroniques de Richard Martineau. Une seule année. Pas la peine de revenir très loin dans l'histoire. Prenez une année de ces chroniques et vous allez trouver que sur les 300 chroniques qu'il va faire, 250 sont réservées à la communauté musulmane. Donc, ou bien l'actualité, c'est au Québec, est très plate, il n'y a que les musulmans qui lui donnent du relief, ou bien alors, il y a quelqu'un qui a une fixation sur une communauté. Et je dois admettre que, pour moi, c'est plutôt la deuxième probabilité qui est plus proche de la réalité. Donc les gens qui refusent aujourd'hui d'admettre et qui sont en train de se bagarrer, de lutter, de militer pour ne pas que la société admette finalement l'existence de l'islamophobie, ce sont les prêtres justement de l'islamophobie. Ce sont les grands théoriciens de l'islamophobie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ne sont pas capables de se mettre debout devant un miroir, parce qu'ils seraient eux aussi choqués par le monstre qu'ils vont voir devant eux. Deuxième sujet, nous allons parler aussi cette semaine beaucoup je dirais de bruit au sein des médias suite au rapport qui a été remis par Paul Saint-Pierre Plamondon, député donc québécois, qui a été chargé par son chef Jean-François Lisée de présenter un rapport un peu sur la situation et sur l'avenir du Parti québécois. Et là, à ce moment-là, nous, on se dit, le rapport, il va tracer un peu les grandes lignes, l'avenir du parti. Et là, ce que nous avons appris, c'est que le parti n'est plus capable d'attirer les jeunes. Il est de moins en moins, justement, ancré dans cette catégorie de citoyens, donc dans ces catégories d'âge. La moyenne d'âge est de 55 ans et plus. Les militants jeunes ne sont plus intéressés ni par le discours, ni par l'idéologie, ni par les orientations du parti. Il est déserté. Et en même temps, il faut bien le dire, le Parti libéral, qui est accusé de tous les maux de la planète, de corruption, de népotisme, vraiment là, d'être un parti qui est contre l'identité québécoise, qui est fédéraliste, qui est pratiquement le parti des colons, eh bien, ce parti-là n'a pas beaucoup de difficultés à recruter de jeunes militants et à se renouveler, à renouveler ses bases, contrairement au Parti québécois. Et là, ça nous ramène un peu aussi à discuter de cette question de l'identité. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, cette question de l'identité, elle est devenue pratiquement l'article numéro 1 du PQ pour remplacer l'ancien article numéro 1 qui était la souveraineté, les militants de ce parti ne sont pas capables de réaliser cette souveraineté actuellement et maintenant, dans le ici et le maintenant. Alors qu'est-ce qui arrive? On se rabat un peu sur cette question de l'identité. Mais là, la question de l'identité, it's a wedge issue. Donc, c'est normal que les gens vont se diviser entre deux groupes. Ou bien on est contre, ou bien on est pour. Et ce qui arrive, c'est que les jeunes aujourd'hui, qui vont à l'université, au collège, qui sont un peu sur Internet, ils sentent cette diversité culturelle un peu partout. Il n'y a que les vieux qui pensent que la diversité est une menace pour l'identité et pour même l'avenir et la raison d'être même du Québec. Parce qu'on peut justement être québécois et on peut même militer pour la souveraineté du Québec tout en étant ouvert à la diversité. Et je vous rappelle aussi, vous vous souvenez quand le Parti québécois était au pouvoir, juste avant cette défaite historique, la dernière, Bernard Drainville se tenait debout et faisait des capsules audio-vidéo. Il nous disait, vous savez, tous les autres partis politiques sont contre la charte des valeurs qu'il a lui-même présentées avec Pauline Marois, etc. Et il nous disait, si un vote pour la charte
il faut voter pour le Parti québécois. Donc, un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour la charte, c'est un vote pour l'identité québécoise, c'est un vote pour les valeurs du Québec. Si vous ne votez pas pour le Parti québécois, c'est que vous êtes contre cette charte, vous êtes contre l'identité du Québec, comme lui, il la voit bien évidemment, et vous êtes contre l'avenir du Québec. Et on a vu le résultat, il a été, eh bien, ma foi, assez clair, le Parti québécois n'est resté au pouvoir que 14 mois. Et donc, c'était un fiasco total, cette manière un peu de mobiliser les gens autour de l'identité. Oui, bien évidemment, il y a des segments au sein de la population qui sont intéressés par ce discours-là, qui ne vivent que par ce discours-là. Et d'ailleurs, cette tendance de l'identité, elle est présente aujourd'hui un peu partout en Occident. D'ailleurs, je vous suggère de lire aujourd'hui l'article de Lisiane Gagnon dans le journal La Presse, où elle nous parle de cette manie, de cette nouvelle habitude des intellectuels, un peu de certains intellectuels en Occident, qui nous parlent justement du déclin de l'Occident et de la culture occidentale par rapport à ces assauts des vagues d'immigration qui vont finalement finir par faire disparaître la culture occidentale, les démocraties occidentales, etc. Et là, elle est en train carrément de rire de ces attitudes-là, parce que quand on regarde autour de nous, la chose la plus répandue aujourd'hui sur toute la planète, c'est justement la culture occidentale, y compris aux nazis, y compris dans les pays musulmans, là où vous allez, l'universalisme d'ailleurs, ce qu'on appelle l'universalisme, ce n'est en réalité que le rayonnement de la culture occidentale sur tout l'univers, pratiquement. Donc ce déclin, il n'est que subterfuge, il est justement un élément d'une stratégie qui veut ramener encore les politiques et les idéologies un peu fascistes et nationalistes, ultranationalistes, qui avaient marqué l'Europe dans les années 30. Et vous savez tous comment ça s'est terminé. D'ailleurs, on commence à voir aussi, même ici en Amérique du Nord, où on était très influencé par d'autres idéologies, on commence à voir et à sentir la présence de ce nationalisme importé d'Europe, de ces formes de nationalisme qui sont propres aux États jacobins. Et quand on les compare avec les États fédéralistes que nous avons ici, c'est là où on comprend un peu ce qui est en train de changer pour nous. Et là, pour terminer, pour mettre le lien avec ça aussi, là où il y a ce débat identitaire, et là où il y a ces débats qui n'en finissent plus, où on est tout le temps en conflit avec quelqu'un d'autre, où justement toutes je le répète encore une fois, les communautés culturelles sont présentées comme une altérité menaçante et hostile à l'identité du Québec. Cette semaine, nous avons appris, grâce à Statistique Canada, par rapport au recensement de 2016, que le poids démographique du Québec au sein du Canada a sensiblement baissé. En 1966, le Québec représentait 28% de la population canadienne. En 2016, il ne représente plus que 23%. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que d'abord, le Québec a de la difficulté à retenir ces immigrants, puisqu'il y a de l'immigration interne, donc du déplacement, de la mobilité des gens interprovinciale, où les gens donc se déplacent et ils quittent le Québec pour aller vivre ou travailler dans d'autres provinces. Il y a aussi le vieillissement de la population qui est là. Et je vous rappelle justement que au mois de mai dernier, le Devoir et certains je dirais pseudo-démographes, nous disaient, vous savez, si on veut repeupler le Québec et si on veut lutter contre le vieillissement de la population par le biais de l'immigration, ceci est un remède imaginaire.
Et bien sûr, ils nous disaient, eux, le meilleur remède, c'est de financer les garderies pour donner la possibilité aux Québécois d'avoir des enfants, etc. Ça, c'est comme si les gens ici refusent d'avoir des enfants juste parce qu'ils n'ont pas de garderie. Ce qui est, ma foi, c'est ça le remède imaginaire, à mon avis. Et il faudrait aussi se regarder en face et se dire pourquoi le Québec n'est pas capable de retenir ces immigrants. Pourquoi le Québec, avec tous les atouts qu'il a, il est beaucoup moins attrayant aujourd'hui pour les jeunes, pour les gens qui vivent à l'extérieur et qui viennent s'installer ici au Canada et qui choisissent d'aller vivre ailleurs. Pourquoi le Québec n'est pas capable justement de s'occuper des immigrants et des citoyens issus de l'immigration qui sont ici pour justement repeupler et pour donner, pour ramener cette force et ce poids démographique du Québec au sein de la famille canadienne en gardant ces immigrants ici. Parce que il y a aussi un prix économique à payer. Parce que la péréquation, par exemple, l'argent fédéral qui est transféré aux provinces, c'est calculé sur ces éléments-là. Et bien évidemment, quand le poids va continuer à baisser, ça veut dire que les transferts fédéraux vont continuer à baisser également. Et cela, ça signifie aussi que les services à la population vont diminuer. Et ça veut dire aussi que le développement de la province va être ralenti par ce manque, si vous voulez, de vitalité démographique ici au Québec. Et donc, au lieu de pacifier, d'apaiser, de donner espoir, de dire à ces gens-là qu'ils font réellement partie intégrante de cette province et de l'avenir de cette province, ou de cette nation, appelez-le comme vous voulez, au lieu de faire tout cela, certains intellectuels, certains politiques, certains responsables sont en train de faire exactement le contraire. Ils sont en train de montrer la porte, le chemin, la 401 pour les communautés culturelles. Et ça, ce n'est jamais bon pour l'avenir du Québec. Pour terminer, un bon ami à moi, m'a donné aujourd'hui une feuille, parce que des fois on parle, vous savez, de la montée en puissance du fascisme, etc. Et là, sur cette feuille-là, parce qu'on parle les peurs, les craintes que suscite le président américain, et peut-être aussi une victoire probable, par exemple, de Marine Le Pen en France, etc., ou en Italie, avec aussi la montée des fascistes et des nationalistes. Et là, c'est écrit en anglais, je vais essayer de traduire un peu. Donc, au musée de l'Holocauste à Washington, il y a une pancarte sur laquelle c'est écrit voici les signes avant-coureurs du fascisme. Et dans cette liste-là, on peut lire premièrement, la première des choses, c'est quoi? La montée en puissance du nationalisme. Deuxièmement, le dédain des droits humains, ou le non-respect de ces droits-là. On commence un peu comme on peut le voir avec le Muslim ban, etc. Donc on dit, allez, vous, toi, on s'en fout, et puis on dit, ouais, ça c'est des terroristes, on les déshumanise, ils n'ont plus de droits, etc. Et donc, c'est le non-respect de ces droits-là. Et ça, c'est le point suivant, et à mon avis, un point que l'on voit réellement aujourd'hui. Il est palpable, on peut même le toucher avec nos doigts. Et ça, c'est identifier l'ennemi, et cette identification de l'ennemi, elle devient justement le ciment qui va nous unifier. Dès le moment que nous sommes tous contre cet ennemi-là, qui est justement l'immigrant, ou le musulman, ou le juif, ou le noir, appelez-le comme vous voulez. Dès le moment que nous sommes unis, nous, c'est ça qui fait notre identité. On est contre ces gens-là. Donc notre identité, elle devient, ce n'est pas que nous avons des valeurs, non, nous sommes contre ce groupe-là, donc nous sommes unis. La suprématie des militaires, ou justement de l'élément militaire,
Et ça, on commence à le voir aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le complexe industriel américain, justement militaire aux États-Unis, et quand vous voyez cette montée de l'état profond, à mon avis, ça aussi c'est un signe qui est bien présent. Le sexisme rampant. Vous avez vu ce que par exemple Trump a fait, et tout ce qu'il a dit comme horreur au sujet des femmes. Et pourtant, il est devenu le président des États-Unis d'Amérique. Et on le voit aujourd'hui. Par exemple, juste un exemple, Sean Spicer, qui est le porte-parole de la Maison-Blanche, est parodié à SNL, donc à Saturday Night Live, par une femme. Et vous savez ce que dit justement Donald Trump? Il est pas content parce que justement, il est parodié par une femme, ce qui est pas bien, parce que l'autre c'est un homme et c'est une femme qui joue son rôle, donc si ce n'est pas du sexisme, je ne sais pas c'est quoi. Le contrôle des masses médias. Et on le voit aujourd'hui, avec même Donald Trump le dit, je suis pas obligé de passer par CNN ou par Fox pour dire mon message. Moi, je peux aller sur Twitter, j'ai à peu près 20 millions, 30 millions, 40 millions, peu importe. Donc, c'est le contrôle des masses médias avec les Facebook, avec tous les réseaux sociaux. On contrôle donc les médias, et ce contrôle des médias, il se fait en contrôlant les messages, en contrôlant les réactions aux messages. Donc, on prend possession de tout ce qui peut arriver vers vous. Il est contrôlé. On est vraiment dans un univers orwellien. Et puis, et celle-là, il suffit de voir qui sont les ministres et les secrétaires d'État de Trump. C'est le corporate power, c'est-à-dire c'est les chefs d'entreprise qui, avec leur pouvoir, qui sont très très présents justement. Et ça, ils se protègent entre eux, etc. Et là, on le voit. Le nombre de milliardaires qu'il y a au sein de l'administration américaine aujourd'hui est historique. On n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Il y a aussi la suppression et la diminution de l'influence des syndicats. Et ça aussi, on le voit aujourd'hui, parce que quand vous voyez Donald Trump parler, c'est lui qui est en train de défendre les ouvriers, c'est lui qui est en train de s'attaquer justement aux entreprises pour créer de l'emploi, et les syndicats sont un peu comme désarmés. Le dédain et le non-respect des intellectuels. Et il suffit de voir aujourd'hui comment, par exemple, on nous parle de réalité post-factuelle, on nous dit plein d'énormités sans vérification, qui n'ont absolument aucun fondement scientifique, mais ce sont des choses qui sont là. Et l'intellectuel, ce qu'il dit, n'a plus aucune importance, aucune espèce d'importance, parce que justement, le message est contrôlé par ces gens-là qui n'ont aucun respect pour les intellectuels. Et puis, dernier point, c'est cette obsession de châtier les criminels. C'est le tout sécuritaire, c'est de dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a fait un crime, il faut le punir, il faut justement montrer les dents, être très sévère, etc. Et ça, on le voit aussi avec l'administration de Trump. C'était ça un peu la liste que cet ami-là m'a donnée aujourd'hui, et qui, ma foi, est une liste qui donne beaucoup à réfléchir. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, quoi qu'il arrive, gardons le sourire. Bonsoir et à bientôt.